Bienvenue à tous pour cette quatrième table ronde. Bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne et bienvenue également à ceux sur ce plateau dont certains étaient déjà présents depuis le début de la matinée. Cette table ronde qu'on a choisi de consacrer à la cohésion sociale et aux solidarités. On peut dire aux solidarités avec un certain nombre de fractures que cette crise risque de contribuer à creuser. Et c'est un peu ce que nous allons voir avec tous les intervenants qui sont là, nombreux. D'ailleurs, je vais commencer par vous, Monsieur de Balleur. Vous êtes président du département. Je fais d'abord une petite présentation, puis après je reviendrai à vous. Elian Pivin, vous êtes directeur général de l'EM Normandie, qui est une business school installée au Havre et à Caen. Madame Taheri, on ne vous présente plus, vous êtes la préfète de l'Orne et vous étiez déjà là tout à l'heure aux côtés de Madame Lemoine. Roland Mouchel-Blaiseau, voilà, je ne vais pas écorcher votre nom. Vous êtes délégué national du programme Action Cœur de Ville à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Voilà, je crois que je n'ai rien écorché. Et puis Nicolas Bouzeau, économiste, qu'on ne présente plus. J'avais envie de commencer justement par vous, Nicolas. Vous m'avez dit la question sociale, elle échappe un petit peu trop. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des entreprises, mais y compris d'ailleurs dans les séquences précédentes. La question sociale, elle est un peu trop en dehors des radars, d'après vous. Quels Oui, sont les complètement. grands sujets qui vont émerger Ouais. et pourquoi est-ce que vous dites ça? En fait, je dis ça parce qu'elle n'est pas complètement en dehors des radars. La question sociale, on en parle depuis un an. C'est ce qu'on avait appelé, vous savez, les premières lignes. Donc ces gens, je schématise un peu, hein, mais qui ont été là, très présents depuis un an, qui ne peuvent pas faire de télétravail, qui font tenir le pays parce que s'il n'y a personne aux caisses des magasins, le pays ne marche pas. S'il n'y a personne sur les chantiers, le pays ne marche pas. S'il n'y a personne pour ramasser les poubelles, le pays ne marche pas. Et ce sont des gens qui ont des salaires qui, bien souvent, sont faibles, avec même parfois des revenus qui peuvent être sous le seuil de pauvreté parce que vous avez dans ces métiers-là, dans certains de ces métiers-là, par exemple dans la distribution, beaucoup de temps partiel. Donc vous avez des gens qui ont des rémunérations de 800, 900 euros par mois. Donc ça, si vous voulez, c'est les premières lignes. Alors on en parle beaucoup depuis un an, mais toujours, je dirais, de façon un peu moralisatrice, ce qui est très facile. Ces gens-là sont des gens formidables, ils sont indispensables, ils ne sont pas assez payés. Bon, oui, je pense que là, on peut être tous d'accord sur le diagnostic, mais la question qu'on ne traite pas, qui est une question qui n'est pas une question philosophique, mais qui est une question économique et qui est beaucoup plus difficile, c'est comment on fait pour faire en sorte que ces gens-là soient payés correctement. Voilà. Et là, il faut absolument que l'on trouve des solutions. Alors, on peut faire des propositions très, très opérationnelles. On peut déjà mobiliser les pouvoirs publics, hein. C'est la prime d'activité. Alors, c'est bien parce que ça permet d'augmenter les revenus, mais en même temps, ce ne sont pas complètement des revenus du travail, donc ça n'est pas non plus complètement satisfaisant. On peut augmenter le SMIC. Alors, augmenter le SMIC, c'est bien, sauf que si on augmente le SMIC, on a aussi un certain nombre d'études empiriques qui montrent que ça peut faire augmenter le chômage. Donc, c'est bien, mais ça n'est pas complètement satisfaisant. On peut, et ça c'est vraiment un domaine dans lequel je travaille beaucoup parce que je pense qu'il est un peu sous-utilisé en France, on peut augmenter encore considérablement l'intéressement, la participation. Il y a des secteurs d'ailleurs dans lesquels on fait ça très bien. Le secteur des travaux publics en France, ce sont des dispositifs qui sont très développés pour tout le monde, ou même d'ailleurs le secteur de l'agroalimentaire, mais sans doute faut-il aller plus loin. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire, cette question sociale, on sent bien qu'elle est un peu en arrière-plan, mais je pense que maintenant, il faut que l'on s'en saisisse concrètement, parce que ces gens-là à qui on dit vous êtes formidables, il faut vous payer plus, mais pour lesquels il ne se passe rien en réalité ou pas grand-chose, vous comprenez bien qu'on va générer des frustrations et même des colères qui sont absolument inadmissibles. Et je terminerai juste cette introduction d'ailleurs en vous disant que si vous regardez un pays comme les États-Unis, qui est toujours intéressant parce qu'il est toujours un peu en avance en matière de débat, la question sociale, elle est très présente hein, aux États-Unis. Vous savez que le président Biden, alors il n'arrive pas à le faire politiquement, mais avait proposé une augmentation du salaire minimum très, très importante. Dans le plan de relance Biden, vous avez de l'argent qui est réservé aux syndicats ou aux entreprises dont les gens sont syndiqués. Bon, là encore, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec tout ça, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, ce que je crois, c'est que cette question sociale, elle est très importante et il faut qu'on y apporte des réponses très concrètes. Alors, dans la question sociale émerge assez fortement en ce moment, avec une première expérimentation quelque part en France, en Ardèche, je crois, la question du revenu universel, hein, qui permettrait de se porter au secours
des centaines de chômeurs ou de personnes en fin de droit. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui va émerger fortement, qui va continuer à émerger, ou est-ce que là, on est dans un feu de paille? Alors, je pense que c'est un sujet qui est légitime, mais si je puis répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, c'est-à-dire quelle est mon analyse à moi du revenu universel, je suis radicalement contre. Parce que je pense qu'il faut bien comprendre ce que c'est un revenu universel. C'est un revenu universel, c'est-à-dire qu'on donne une somme d'argent à tout le monde. Sinon, ce n'est pas universel. Et je le vous dis très amicalement, mais je ne veux que personne sur ce plateau ne touche de revenu universel. Ni vous, ni moi. Voilà. Parce que je considère que la solidarité dans un pays comme la France, c'est donner plus à ceux qui ont moins. C'est pas donner un petit peu à tout le monde. Donc je suis très opposé à cette idée de revenu universel. Le revenu universel, c'est facile. Voilà, on va donner 400 € à tout le monde. Moi, j'en ai pas besoin et vous non plus. Et les gens qui n'ont rien, 400 €, ça leur suffit pas. Donc vous voyez bien qu'en réalité, c'est pas satisfaisant. Et puis, ce que nous a montré cette crise, je ne sais pas quelles sont vos expériences, mais c'est que les gens, mais ils veulent travailler et ils veulent toucher de l'argent de leur travail. Mais moi, vous savez ce qu'ils me disent, les gens, quand je vais chercher quand je vais chercher mon déjeuner au restaurant le midi, mais les gens me disent, mais monsieur Bouzou, ce que fait le gouvernement, ce que font les pouvoirs publics sur les aides, c'est formidable. Ça nous aide à tenir, c'est très bien, c'est formidable. Mais nous, on veut travailler. Ce qu'on veut, c'est travailler maintenant. Vous voyez? Et donc, cette appétence au travail, je m'en doutais, hein, mais là, on voit que c'est quelque chose qui, dans notre société, est très fort. Les gens, ils veulent travailler et ils veulent toucher un revenu de leur travail. Donc, la question sociale, c'est pas simplement distribuer de l'argent. La question sociale, c'est comment on fait en sorte que des gens qui travaillent puissent avoir des revenus qui sont des revenus où ils peuvent acheter des cadeaux de Noël à leurs enfants, où ils peuvent se payer un restaurant par mois. Vous voyez, c'est ça la question sociale. Merci beaucoup, Nicolas. Travail. Parlons-en, Madame la Préfète, justement. L'État tente de colmater des brèches et tente de colmater des brèches, notamment chez les jeunes. Vous recevez, je crois, cet après-midi, le haut-commissaire qui pilote, si je ne dis pas de bêtises, que la plateforme Un jeune, un emploi. Est-ce que c'est une priorité que vous mettez sur le haut de votre pile de préfète de département? Oui, absolument. Le pilotage du plan Un jeune, une solution est déterminante, et c'est un des axes très importants du plan de relance porté par le président de la République et le gouvernement, et qui a un volet cohésion sociale et territoriale. Pourquoi ? Parce que il faut investir dans les compétences, investir dans la formation pour permettre une meilleure qualification de la population et des jeunes. Et c'est particulièrement vrai dans cette région et dans ce département qui se caractérise, j'allais dire, par un taux de pauvreté extrêmement important. Et c'est un taux de pauvreté qui affecte particulièrement les jeunes. Et par ailleurs, il y a un niveau de qualification qui est très bas, avec un taux d'illettrisme extrêmement élevé. La région Normandie, ces indicateurs sont mal orientés en la matière. Donc il y a un effort à faire. C'est rattrapable, rien n'est inéluctable, il faut y travailler. Et c'est la raison pour laquelle je considère que c'est aussi notre responsabilité, la responsabilité de notre génération, de chacun d'entre nous, de mettre le pied à l'étrier de ceux qui ont des difficultés d'accéder à l'emploi et d'augmenter leur niveau de formation. Donc vous l'évoquiez, il y a le haut-commissaire qui intervient cet après-midi à Carouge pour porter le plan jeune, Un jeune, une solution. Et nous le faisons avec la fondation FACE, qui a un réseau d'entreprises extrêmement important et qui permet donc de proposer aux jeunes
soit des contrats d'apprentissage. Et je crois que l'apprentissage est un niveau d'excellence, qu'il faut vraiment le promouvoir. Et il y a une belle dynamique qui a été lancée dans ce territoire, soit proposer des contrats de professionnalisation. Et au-delà, il y a tous les contrats aidés qui concernent également les entreprises et les collectivités locales qui peuvent permettre d'accompagner, de proposer des emplois de qualité à ces jeunes. L'accompagnement de l'État est très puissant en la matière. Et très souvent, le reste à charge pour une entreprise, en tout état de cause, pour la première année, est résiduel. Donc, c'est notre responsabilité collective. Moi, j'y travaille puissamment. Avec aussi l'ensemble des acteurs, bien évidemment les entreprises, les collectivités locales. Et nous avons signé avec le président du conseil départemental un plan ambitieux en faveur de l'insertion et notamment de l'insertion professionnelle. Je pense que c'est là une des clés. Bien sûr, il faut agir sur tous les leviers. Lorsque les personnes ont des trajectoires de vie complexes, un peu cabossées, qui conduit parfois à ce qu'ils soient confrontés à la maladie, au chômage, ou ils partent de pied, il faut faire de l'accompagnement social, traiter ces problèmes, mais intervenir puissamment sur l'insertion professionnelle. Je crois que c'est une des clés qu'il faut utiliser. Moi, les objectifs que j'ai en matière de prescription de contrats aidés sont ambitieux et j'ai souhaité moi-même avoir des objectifs ambitieux pour tout d'abord me mettre la pression essayer de voir si on peut quasiment doubler le nombre d'entrées en apprentissage. Je vais vous faire part d'une expérience. Il faut convaincre à la fois les parents en la matière et également les conseillers d'orientation et les professeurs et les enseignants. Et c'est la raison pour laquelle, pas très loin d'ici d'ailleurs, dans une petite commune qui s'appelle Pointel, j'ai fait venir les conseillers d'orientation et un certain nombre d'enseignants dans une usine qui fait de la métallurgie, pour montrer qu'une usine, c'est hautement technologique, c'est de la valeur ajoutée, très qualitatif, que ça permet aux salariés d'avoir des belles trajectoires de vie, de monter en compétences, d'avoir des progressions de salaire et d'avoir de grandes qualifications qui sont recherchées. Donc, il faut multiplier ces expériences, changer la vue sur l'apprentissage qui, d'ailleurs, maintenant, concerne aussi des niveaux de qualification très élevés. Les universités en proposent, les grandes écoles en proposent, et monsieur le directeur me contredira pas. Donc voilà, c'est une ambition que l'on a, et j'allais dire, et aussi une responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos jeunes et de la jeunesse, et qui font la France de demain. Donc c'est pour eux que nous travaillons. Merci Madame la Préfète. Alors, c'est les sujets que vous avez évoqués, évidemment, ont dû résonner dans l'oreille de Christophe de Balorre, président du département. Votre cœur de métier, Monsieur de Balorre, ce sont les solidarités territoriales avec les communes, et puis ce sont évidemment, c'est évidemment le social qui est votre métier principal, je mets des guillemets, mais qui est une tâche complètement noble. Évidemment, là, dans cette période, vous êtes en première ligne. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme indicateur ? Est-ce que ce qu'on prédisait, c'est-à-dire une montée considérable, notamment des allocataires du RSA, se produit? Oui, effectivement, la période que nous traversons a été malheureusement propice à un certain développement des inégalités, des souffrances dans les ménages. Et bien sûr, le département, dont l'ADN, vous l'avez rappelé très justement, est de s'occuper et de gérer ces questions d'inégalité. Forcément, toutes ces questions interpellent le conseil départemental et son président en premier, bien entendu. Donc,
le nombre de bénéficiaires du RSA, dans le contexte que nous connaissons bien, a forcément évolué. Dans le département de l'Orne, si l'on compare le premier trimestre 2020 avec le premier trimestre 2021, on passe d'un budget dédié donc au RSA d'environ 13 millions d'euros à un peu plus de 15 millions d'euros. C'est donc des dépenses considérables qui sont complètement liées, bien entendu, à la situation tout à fait particulière qui sont les nôtres. Et donc, bien sûr, le département a dû adapter sa politique budgétaire pour pallier aux difficultés que rencontrent les ménages. Et donc, vous savez, au département, on a une approche extrêmement pragmatique et c'est pas dans cette belle usine et entreprise Lemoine que ce mot forcément résonne avec satisfaction parce que nous devons trouver des solutions à des problèmes concrets que l'on rencontre. Et donc, vous avez abordé la question du revenu universel tout à l'heure avec une analyse extrêmement intéressante que je partage également. Nous, au département, on a souhaité, dans le cadre de cette augmentation de bénéficiaires du RSA, proposer également des solutions qui sont liées à l'emploi. Et Madame la préfète l'a dit, elle a raison. Finalement, l'insertion, elle commence par l'emploi. Et donc, nous avons décidé au conseil départemental d'investir dans un outil informatique, numérique, qui permette de mieux matcher entre les demandes et l'offre apportée d'un côté par les bénéficiaires de RSA qui ont besoin de cette insertion et de trouver une réponse dans le milieu économique, c'est extrêmement important. Plus que l'allocation, c'est l'insertion professionnelle qui est importante. Et donc, à travers cet outil, on permet de rapprocher en quelque sorte l'entreprise qui a des besoins spécifiques liés à son développement, à l'activité, et de l'autre côté, des bénéficiaires de RSA qui ont besoin, eux, de trouver un emploi plus qu'une allocation. Voilà, c'est le sens, si vous voulez, de ce que nous avons voulu faire et ce que nous faisons dans le département de l'Orne pour lutter contre cette inflation galopante et qui est liée au contexte du moment que nous déplorons tous. Mais voilà, il faut qu'on soit réactif et qu'on trouve des solutions pour faire quelque chose de positif vis-à-vis de tous ces bénéficiaires du RSA, voilà, qui sont aujourd'hui dans le département environ 6800. Ils étaient un peu moins de 6400 avant la crise liée au Covid. Donc on voit bien l'évolution. Elle est importante et voilà, il faut qu'on trouve les uns et les autres des solutions à cette situation. On a parlé en préambule cohésion sociale et territoriale. Le département de l'Orne, au sein de la Grande Normandie réunifiée, se vit parfois comme un territoire excentré qui n'a pas de grande métropole, contrairement aux autres. Est-ce que, à votre avis, ce que vous vivez quelquefois, vous ne le cachez pas, comme un fossé, est-ce que ça va se creuser ou au contraire, est-ce qu'on pourrait cette crise pourrait contribuer à le réduire? Alors, effectivement, le département de l'Orne est le seul département normand qui n'a pas d'accès à la mer. C'est un département rural par excellence. Et finalement, s'il fallait trouver un point positif à la crise que nous traversons, c'est peut-être un certain retour à certaines valeurs, à une certaine qualité de vie, un ressourcement familial, un environnement de qualité. Et on s'est aperçu très rapidement, avec notamment le premier confinement et ses effets de migration de population, que le département de l'Orne, finalement, correspondait bien à finalement ce consumérisme nouveau ou retrouvé de la part notamment des Franciliens, mais également d'autres personnes qui habitent dans des métropoles et qui trouvent dans un département rural comme le nôtre, finalement, un accueil. Parce que moi, je dis toujours que les Parisiens, les Franciliens sont les bienvenus dans le département de l'Orne. On les accueille avec bienveillance. On a une tradition d'accueil dans notre département. Et
on a bien vu effectivement la population ornaise progresser de façon extrêmement intéressante. Vous savez qu'à la rentrée de septembre 2020, l'Éducation nationale avait prédit une rentrée négative en termes d'effectifs dans le département de l'Orne, comme malheureusement c'était le cas depuis plus de 5 ans, et de façon continue, régulière, si vous voulez. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu une augmentation des élèves dans les collèges. C'était contre toute attente. Et vous savez, les statistiques de l'Éducation nationale sont incroyablement précises. Ils ont une certaine expertise en la matière. Et lorsque l'on a vu cette progression d'élèves, on a pu constater et toucher du doigt finalement ce retour en quelque sorte à un environnement plus sain, un environnement plus préservé. Le département de l'Orne correspond bien finalement à ce qu'attend cette population, et c'est peut-être une des grandes leçons de ce confinement. Et donc voilà, nous investissons et maintenant nous travaillons sur cette qualité d'accueil. Je crois que c'est important, c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Merci, Monsieur le Président. Vous m'offrez une transition toute trouvée pour que je me tourne vers ma gauche, vers Roland Mouchel-Blézot. Donc, je le rappelle, vous êtes le pilote du programme Action Cœur de Ville. Vous parliez du regain d'attractivité des villes moyennes. Et vous, c'est un peu votre métier. Vous êtes un réducteur de fractures, Roland Mouchel. Expliquez-nous d'abord ce que c'est que ce programme Action Cœur de Ville en quelques mots, parce qu'après, il y a une quinzaine de villes en Normandie qui ont ça. Et une douzaine, mais d'abord très heureux d'être dans cette entreprise. Et moi qui suis, Monsieur le Président, originaire du Nord-Cotentin, je ne me sens pas un Orsin dans votre beau département de l'Orne. Tout d'abord, vous savez, pendant des décennies, nos villes moyennes, nos villes à taille humaine, c'est un peu ce à quoi aspirent nos compatriotes, ont été les grandes ignorées des politiques publiques. Et on parlait des très très grandes métropoles ou de la ruralité, mais tout ce réseau de villes moyennes, dites moyennes, qui assurent le maillage territorial de notre pays, était sorti des radars. Et ça ne va pas nous rajeunir, mais le dernier fois que le gouvernement a fait un plan pour les villes moyennes, ça remonte à Olivier Guichard, sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis, Action Cœur de Ville a été annoncée par le Premier ministre en décembre 2017 et lancée finalement au printemps 2018. Donc on fête notre 3e année, si j'ose dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dessous des métropoles, nous faisons le pari que ces villes qui jouent un rôle irremplaçable de centralité pour l'ensemble de leur territoire, nous allons booster leur attractivité à travers donc justement ce plan national Action Cœur de Ville. Et le choix des 222 villes, dont 3 dans l'Orne et Flers en fait partie, et 12 en Normandie, c'est que ce n'était pas la taille démographique qui était importante. On part de Chinon, 9 000, à Limoges, qui ont fait 135 000 au niveau national. C'était quelles sont les villes en France qui, en dessous des très grandes villes, jouent un rôle irremplaçable de centralité pour l'ensemble de leur agglomération. Les services, l'emploi, la formation, le cadre de vie, bien sûr, et l'ensemble des équipements de santé, culturels, sportifs, etc. Et ça, et le choix politique, au sens noble du terme, qui a été fait, on aurait pu faire un plan pour les villes moyennes, pour faire simple. On a dit non, on va investir prioritairement dans la revitalisation des centres-villes, qui, dans beaucoup d'endroits, je ne parle pas au niveau local, je parle au niveau national, avaient été complètement abandonnés. 400 000 logements vacants dans les 222 villes moyennes qui représentent un quart du territoire national. Le taux moyen de vacances commerciales en centre-ville, et je parle ici en Normandie, c'est de 10%. La moyenne nationale, c'est autour de 13 et 14. Et donc, on a laissé péricliter, en fin de compte, tous ces centres-villes au profit d'un modèle de développement urbain d'étalement qui est aujourd'hui nous a implosé à la figure. Il n'est plus soutenable économiquement, socialement et écologiquement. Et donc le programme Action Cœur de Ville vise à conforter le développement de ces villes en investissant prioritairement dans la revitalisation des centres-villes. Ça veut dire rénover des logements ou en construire des nouveaux. Ça veut dire revitaliser les commerces. Ça veut dire restaurer le patrimoine et en faire un élément d'attractivité, c'est-à-dire développer des nouveaux services à la population et bien sûr, avec la transition écologique, arrêter l'anarchie commerciale périphérique qui a détruit beaucoup de nos centres-villes
là aussi je parle d'une vision nationale où nous sommes suréquipés. Il ne s'agit pas de tout mettre en centre-ville, mais on est allé trop loin dans la défiguration de nos entrées de ville et d'agglomération dans les zones périphériques, de stopper l'étalement urbain et de recréer une ville plus agréable, plus naturelle, plus résiliente. Voilà en tout cas l'objectif de ce plan, qui est doté de 5 milliards d'ici 2022. On en a déjà engagé 2 milliards en 3 ans, parce qu'il a fallu le temps que les villes élaborent leurs projets, parce qu'une des grandes singularités, ça a l'air d'être une tarte à la crème de le dire, mais c'est qu'on fait confiance aux élus et aux acteurs locaux. Ce n'est pas l'État central qui va dire au maire président de l'agglo de Flers ou d'Argentan ou d'Alençon, pour prendre le département de l'Orne, ce qu'il doit faire pour sa ville et son centre-ville. La seule chose qu'on lui demande, et nous, notre boulot, c'est de mettre en place les financements, les mesures, les partenariats, en liaison, bien sûr, avec les autorités locales, c'est de traiter en cohérence simultanément tous les sujets. Nos politiques publiques ont souvent échoué parce qu'elles sont descendantes et cloisonnées. Donc on ne peut pas traiter le logement si on ne traite pas le commerce, si on ne traite pas l'accès au centre-ville, la mobilité, les équipements. Je parle sous votre contrôle, Monsieur le Président du Conseil départemental, mais le nombre de départements, et encore une fois c'est une responsabilité collective, où on a installé les antennes universitaires, les logements, les lycées, les collèges, les équipements de santé en périphérie des villes. J'ai même vu des services administratifs qui ne sont même plus en ville. Après, mais comment voulez-vous que les gens aillent y vivre, y consommer, vouloir y vivre? Donc c'était un changement de paradigme total. Ça a commencé à faire réveiller les esprits et aussi l'investissement privé. Et la crise sanitaire que nous traversons est effectivement amplifie, je dirais, que ces villes et ces territoires, je dirais, qui sont l'essentiel de notre pays, qui étaient un peu sortis des radars, sortis des caméras, au sens, eh bien, de nouveau, on se rend compte que c'est un potentiel de croissance démographique et économique tout à fait exceptionnel dans notre pays. Et d'ailleurs, vous voyez, je parle sous votre contrôle, Nicolas Bouzou, mais qu'un certain nombre aussi d'organismes aujourd'hui disent que la reprise et la relance se fera en France par nos territoires, par l'entrepreneuriat qui existe, et on est dans une entreprise qui est un très bel exemple d'une réussite entrepreneuriale dont on n'a souvent pas idée à Paris, et que, bien sûr, et que tout ça va créer, en développant la formation, on a beaucoup parlé de l'insertion et la formation au début de cette table ronde, en développant tous ces outils, on va pouvoir créer des territoires qui non pas seront autonomes, mais qui seront davantage en croissance et attractifs. Voilà en tout cas l'objectif d'Action Cœur de Ville. C'est à la fois un objectif ambitieux de reconquête, de soutien, en clair. Souvent on dit oui, c'est un plan pour les villes en déclin. C'est exactement l'inverse. C'est un plan de soutien pour les villes dans lesquelles on a décidé d'investir. L'argent public est une sorte de fonds d'amorçage qui est destiné justement à aider les investisseurs privés à y prospérer. Et puis voilà. Merci, Monsieur Mouchel. Mouchel Blaiseau, pardon, on reviendra. Je vais demander juste à Nicolas Bouzou de faire un petit commentaire sur ce qui a été dit par les premiers intervenants, ce qui doit s'éclipser dans 5 minutes. Donc, on le laissera s'éclipser discrètement. Donc, sur la question de l'emploi des jeunes, question de l'emploi des jeunes, la question de l'attractivité nouvelle des villes moyennes. Alors, je vais faire quelque chose qui n'est pas très télévisuel ni radiophonique, mais je suis vraiment d'accord avec tout ce qui a été dit. Sur la question de l'emploi des jeunes, il faut évidemment mener une action publique, y compris, moi je suis plutôt opposé aux emplois aidés en temps normal, en règle générale, parce qu'on sait bien les effets pervers que ça a. Et d'ailleurs, j'ai soutenu l'action publique en début de quinquennat, qui a consisté à faire diminuer le volet d'emplois aidés. Mais dans les circonstances actuelles, qui sont des circonstances gravissimes, j'entends parfois dire qu'on surestime la crise, qu'on en fait trop, c'est très exactement l'inverse. Quand vous regardez les chiffres comme je le fais, j'ai parfois plutôt l'impression qu'on sous-estime la crise, la gravité de la crise sanitaire et la gravité de la crise économique. Donc qu'on remette en place des emplois aidés qui coûtent un peu cher avec, on sait, des effets pervers, etc. Mais dans cette période qui est une période exceptionnelle pour aider les jeunes, je pense que très honnêtement, c'est une bonne politique publique et il faut le faire. Il y a une question dont on parle moins, qui est absolument essentielle, qui est la question des stages aussi. Les emplois aidés, on sait faire.
l'alternance et l'apprentissage, ça marche bien. Alors, on voit qu'on commençait à rattraper notre retard avant la crise. Et les dispositifs, là encore, des pouvoirs publics qui ont été mis en place pendant la crise sont tout à fait excellents. On a plutôt des bons chiffres en matière d'alternance et d'apprentissage vu la situation économique. Sur les stages, c'est assez catastrophique. Et il y a 2 problèmes avec les stages. Obtenir des stages, premier sujet, mais aussi la rémunération des stages dans un contexte où il n'y a plus de petits jobs, où les étudiants ont moins de rémunération par ailleurs. Donc là, je pense qu'il faut qu'on travaille sur ce sujet rapidement, d'ici la rentrée. Première chose. Deuxième chose, sur les villes moyennes, moi je suis absolument convaincu. Alors, en réalité, même si on croit au phénomène de métropolisation, ce qui est mon cas, parce qu'il y a un phénomène de métropolisation dans le monde entier, on peut le déplorer, mais c'est comme ça, il est lié à la nature de cette économie de la 3e révolution industrielle. Mais je pense qu'on peut connecter les villes moyennes et les territoires ruraux à cette dynamique en réalité. C'est très exactement l'objet d'Action Cœur de Ville, qui à mon avis est un excellent programme. L'idée, au fond, c'est de se dire... il y a beaucoup de richesses qui se créent dans les métropoles, mais dans les métropoles, il y a des problèmes de saturation, des problèmes d'accès au logement qui sont terribles. Ce que je dis là est vrai dans le monde entier d'ailleurs. Des difficultés de transport, de pollution, d'encombrement, etc. Et donc, il faut qu'on crée des réseaux de villes connectés aux métropoles pour créer encore plus de richesses et pour améliorer le bien-être des gens. Quand vous regardez les différentiels de prix de l'immobilier entre le cœur des métropoles et les villes moyennes, c'est énorme. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous loger bien dans les villes moyennes. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire. Donc je pense que c'est ça l'idée de l'aménagement du territoire. Le prix moyen, excusez-moi, juste 30 secondes, j'ai vérifié, parce qu'on a fait un baromètre de l'immobilier avec les notaires. Le prix moyen national des mutations au prix du mètre carré appartement dans les villes moyennes, c'est 1 300 €. Flair, 790. C'est très intéressant. Voilà. Et alors, ça prouve qu'il y a de la marge. C'est très intéressant. Donc vraiment parfois un sentiment de perte de valeur qui pouvait aussi expliquer beaucoup de sentiments de dégradation. Et je termine juste mon raisonnement, mais très rapidement. Mais c'est de l'aménagement du territoire, mais pas comme on le faisait dans les années 60 ou 70 avec les datars, vous savez, qui était quand même quelque chose d'un peu descendant. C'est de l'aménagement du territoire par la décentralisation, par les territoires et par plus de décentralisation. Et je pense que l'un des sujets aussi qu'on doit mettre en débat, la période est propice, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années, mais on a des échéances présidentielles qui arrivent, et donc c'est l'occasion d'avoir de bons débats. C'est un nouvel acte de décentralisation, mais là encore, en y réfléchissant de façon concrète. C'est-à-dire pas simplement en disant il faut plus de décentralisation, parce que ça, on est d'accord, mais quelles compétences, pour qui, avec quel mode de coordination avec l'État? Moi, ce que j'ai observé depuis un an, je ne dis pas ça pour faire plaisir à la préfète, mais vraiment parce que je l'ai observé dans beaucoup de territoires, c'est que l'opposition pertinente, ce n'était pas entre État et collectivités locales, c'était plutôt entre ministère parisien et territoire. Parce que ce que j'observe, c'est que, vous m'affirmerez ou pas, mais que les départements et l'État déconcentrés, les régions et l'État déconcentrés, les villes et l'État déconcentrés, ça fonctionne bien, et ça a très bien fonctionné. Donc là, je pense qu'il faut vraiment qu'on pousse des propositions un peu innovantes, pour faire de la politique d'aménagement du territoire, de la politique industrielle, de la politique de formation, de la politique de l'emploi par les territoires. Merci. Je vais juste vous entendre, et d'ailleurs on vous laisse vous échapper quelques minutes. Roland Mouchel, avant d'aller vous voir, Elian Pilvin, une initiative dans un des 12 territoires Action de Cœur de Ville Normandie qui vous a un peu bluffé. Une seule. Bluffé non, 3 minutes. Bluffé non, mais simplement il y a une initiative dans laquelle on est relativement fiers, parce que c'est un partenariat qu'on a fait avec le Conservatoire national des arts et métiers pour justement déployer en France 100 antennes locales de formation dans les villes moyennes. Là encore, pour consolider l'offre de formation, d'insertion au plus près des bassins d'emploi. Et il y a 3 villes en Normandie, Cherbourg, Dieppe et Saint-Lô, qui ont été lauréates et qui donc sont en train d'ouvrir ou ont ouvert une antenne locale de formation. Ça vous paraît peut-être anecdotique, mais c'est très important au moment où justement on parlait de l'insertion, de l'emploi, etc., que le CNAM, qui est quand même un opérateur professionnel extrêmement efficace et important, il se redéploie dans les villes moyennes. Il a utilisé le programme Action Cœur de Ville, utilisé dans le bon sens du terme, pour justement être au plus près des besoins. Et donc, pour cette raison, je trouve que ça correspond tout à fait à l'esprit du programme, essayer d'apporter des réponses aux projets locaux.
Merci. Eh ben, vous me gâtez tous parce que c'est très très facile par l'information évidemment de vous interpeller, vous Elian Pilvin, directeur de l'EM Normandie depuis depuis un an, un peu plus Depuis le début de la crise ouais, sanitaire. depuis cette année. Alors évidemment, quand on parle cohésion sociale, on se dit avoir une business school sur le plateau, est-ce que ça fait pas un peu désordre? Vous allez me dire non. Alors bien sûr que je vais dire non, parce que au contraire, et je pense qu'on a beaucoup parlé de territoire aujourd'hui, et une business school ou une école de commerce, une école de management sur son territoire, c'est un actif essentiel. C'est un actif d'attractivité, c'est un actif d'image, et surtout un actif d'accès à l'enseignement supérieur, à la professionnalisation extrêmement fort. Et là, je rebondis sur les propos de Madame la Préfète, sur la notion d'excellence dans l'apprentissage. Et aujourd'hui, il faut savoir que les grandes écoles, qu'elles soient d'ingénieurs ou de commerce, ont toujours regardé l'apprentissage avec, on va dire, dédain, mais avec beaucoup de recul. Et depuis maintenant une dizaine d'années, et l'EM Normandie a été une des pionnières en la matière, ont développé en fait ces filières d'apprentissage. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, sur une école comme la nôtre qui a 5000 étudiants, dont 3000 en Normandie, nous avons 700 étudiants en master qui sont en apprentissage. Et sur ces 700 étudiants en master en apprentissage sur la Normandie, donc Normandie et Grande Normandie, plus de 97% de ces étudiants sont fixés dans les entreprises normandes qui les ont prises en formation. Donc ça, c'est un premier point, et là, c'est l'impact sur l'écosystème normand, économique et social. La deuxième dimension sur l'apprentissage, et pourquoi une business school est importante sur ce plateau aujourd'hui, c'est que l'accès au supérieur aujourd'hui, et on le voit bien, est de plus en plus difficile. Il est de plus en plus difficile parce qu'il y a un coût, même les études universitaires ont un coût aujourd'hui, et inutile de vous dire qu'effectivement, en tant que directeur général d'une école de commerce privée, consulaire, mais privée et qui demande des droits de scolarité qui peuvent paraître très importants chaque année, il était de notre devoir de nous interroger sur les modalités d'accès à ce supérieur dans les meilleures conditions possibles. Et la seule possibilité qui est offerte en France, offerte à des étudiants pour entrer dans des voies d'excellence, c'est l'alternance. Et l'alternance est le seul moyen de changer la sociologie de nos écoles, de l'ouvrir beaucoup plus, puisque là, on transcende la difficulté financière du coût de scolarité et on permet à l'élève d'être rémunéré et en même temps d'avoir sa scolarité payée par l'entreprise. Et là, c'est un cercle vertueux et extrêmement fort et qui fait que chaque année, et ça c'est très important, et le dispositif qui a été mis en place l'année dernière a boosté le nombre d'alternants. On a eu 30% d'alternants supplémentaires sur la rentrée scolaire de 2020. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en pleine campagne de recrutement et d'alternance et les chiffres sont plutôt très très bons. Donc l'écosystème, alors là pour le coup national, mais en tout cas l'écosystème normand aussi répond très très bien, les entreprises répondent très très bien. Le seul petit bémol, et là je rejoins ce que disait Nicolas Bouzou, c'est que la problématique du stage aujourd'hui est réelle. Réelle. Et on n'a pas, nous, les moyens tout seuls de la transcender. Et là, je rebondis aussi sur ce qu'il disait, sur le stage aujourd'hui, la notion de petit emploi, le petit job étudiant qui fait que ça met un peu de beurre dans les épinards sur la fin du mois. Ça n'existe plus. Et le stage doit être rémunéré aujourd'hui. On a bien compris que c'était un souci. On a compris aussi que vous étiez à votre place dans cette table ronde. Alors, je vous ai interrogé quand même en préparant cette séquence sur le moral des jeunes, puisque après tout, vous êtes plongé dans le chaudron bouillonnant. Je vous ai parlé de génération sacrifiée. Là vous m'avez dit, ah non. Non, moi, je parle de génération augmentée. Ça veut dire quoi? Oui, alors moi, je m'insurgerai à chaque fois qu'on parlera de génération sacrifiée. Je ne comprends pas, sauf à vouloir se faire traiter de boomer par cette génération, qu'on leur colle tout de suite une étiquette de génération sacrifiée. Cette étiquette, si on vraiment leur colle, ils vont la garder toute leur vie. Or, aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de vivre, alors effectivement, c'est une crise sans précédent, c'est quelque chose qui est extraordinaire, et ils le vivent dans leur chair, ils le vivent dans leur âme, mais pour autant, ce n'est pas une génération sacrifiée. Parce que ce qu'ils sont en train de vivre, il y a un effet d'apprentissage qui est énorme et que nous ne voyons pas, que pour l'instant les entreprises ne voient pas, que la société au sens large ne voit pas, c'est qu'il y a un collectif extrêmement fort qui se forme chez les étudiants. Il y a des modalités d'apprentissage, il y a des modalités de socialisation qui sont en train de se faire et qui font qu'aujourd'hui, ils sont en capacité de transcender la crise comme ils la vivent au quotidien face à leur écran, leur apprentissage totalement distanciel. Ils arrivent à créer du lien. Et il faut
enfin en tout cas, moi c'est ma certitude et c'est aussi le retour que j'ai des étudiants qu'on regarde à la loupe en permanence, parce qu'en fait on a un thermomètre. Alors encore une fois, hein, je ne parle que de mon école, mais c'est 5000 étudiants, donc c'est quand même une sociologie qui peut être statistiquement pertinente. Ils ne demandent qu'une chose, c'est que quand ils pourront ressortir, que quand ils pourront revenir à une vie normale, c'est de transformer l'humanité de demain. Et ça, je pense qu'on ne le perçoit pas pour l'instant. Je pense qu'on ne perçoit pas que ce qui est en train de se passer, c'est un effet collectif mondial. Et donc, ils vont avoir un dénominateur commun qui va être le même. C'est cette situation de sidération, de crise qui les a tenus. Là, on en est quand même au 3e semestre académique, hein, il faut quand même en prendre considération. Peut-être certainement 4. Quand on en sortira, ils auront vécu une expérience mais mondiale. Et donc, ils auront des choses à faire valoir, des choses à dire et des choses sur lesquelles ils voudront avoir un impact. Et ça, je pense il faut qu'on s'y prépare. Ce sera, vous m'avez dit, une génération plus engagée politiquement. Alors politiquement au sens de la vie de la cité, hein, en Tout à fait. Aujourd'hui des partis, bien entendu. Oui, je suis intimement persuadé, et là je parle de ma génération qui était peu enclin à la chose politique. Je pense que cette génération aujourd'hui va être une génération qui va être très impliquée dans la vie de la société. Ils savent, aujourd'hui, ils créent des écosystèmes transformationnels. Ils ont un impact sur la société, ils ont un impact sur des problématiques qui sont très locales, très territoriales. Et ça, je trouve que c'est aussi très important de le voir. On n'est plus du tout dans des visions macro, on n'est plus du tout dans ces idées je vais transformer le monde en étant le chef révolutionnaire d'entreprise qui va créer l'innovation majeure. Non, ils sont là pour essayer à des petits niveaux, et nous, ça a été le cas à l'école. Il y a eu une génération quasi spontanée d'étudiants, ils ont été 250. Ils ont créé un groupe qui s'appelle EM Squad et qui a suivi 77 entreprises en Normandie pendant la période Covid, totalement à distance, pour essayer de les aider sur la mise en ligne de leur catalogue sur Internet, pour communiquer avec leurs propres compétences de chez eux, pour pouvoir avoir un impact sur leur écosystème proche. Et je pense qu'à terme, ce qui va se passer, c'est que le sens de la cité va reprendre vraiment son sens, et les étudiants ou les futures générations vont s'appliquer de beaucoup plus localement. Et là, en termes de territoire et de territoires ruraux, on le voit et on le voit beaucoup. J'ai quasi aucun étudiant qui est dans une métropole aujourd'hui. Ils sont tous repartis chez leurs grands-parents, chez leurs parents ou chez leurs grands-parents, ou dans des espaces où ils ont besoin de respirer. Et là, cette notion ensuite de la ruralité, retour et ça, ils vont le prendre aussi en considération, et ça va avoir un impact dans leur philosophie vis-à-vis de l'environnement et l'impact sur l'environnement. Et donc, il y a du vertueux dans tout ça. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes avant la fin de cette table ronde. Je propose qu'on refasse un petit tour d'horizon avec pour chacun peut-être un commentaire sur ce que vous avez entendu. Mais j'ai aussi envie de vous demander, est-ce que du point de vue de la cohésion sociale et territoriale, vous êtes plutôt optimiste, Madame Tahiri ? Je crois que nous devons effectivement utiliser tous les leviers qui sont à notre disposition pour créer cette cohésion et maintenir le modèle social. Et je le disais en introduction, investir dans les compétences et prévoir effectivement le futur pour nos jeunes générations. Moi, je suis aussi très frappée de constater la mobilisation des jeunes, j'allais dire, pour le service civique, par exemple, qui fonctionne très bien. Nous avons beaucoup de candidats pour le service civique. On l'a vu, il y avait beaucoup aussi de jeunes qui étaient très volontaires pour intervenir dans les associations, pour être au service de la population. Je suis aussi très frappée par le fait que l'on voit très clairement qu'il est déterminant d'offrir des technologies nouvelles, numériques, à l'ensemble des territoires. Et ce sujet me paraît tout à fait déterminant pour l'ensemble d'ailleurs des catégories de la population, qu'il s'agisse des jeunes ou des jeunes actifs ou des actifs un peu plus âgés et des retraités. On voit bien que nous sommes là
aussi au cœur de la révolution industrielle, sans doute, du XXIe siècle, au travers du développement du numérique, de nouveaux outils, de nouveaux modes de vie. Et qui sont en train de s'organiser. Et je suis persuadée, effectivement, qu'on ne sortira pas avec le même état d'esprit et avec les mêmes exigences de cette crise sanitaire. Monsieur de Baller, vous êtes tout ragaillardi, non? C'est l'orne demain, the place to be. J'ai été assez séduit par le discours de monsieur le directeur, pour tout vous dire. J'aime assez son côté de confiance dans la jeunesse et je partagerai avec lui en tout cas cet enthousiasme. Je crois que notre pays et le monde, si on quitte un peu l'horizon orné, Plancher des vaches. de tout temps, lorsque nous avons dû traverser des périodes qu'on appelle aujourd'hui compliquées, mais qui sont dramatiques, il faut bien dire les choses, de tout temps, il en est sorti quelque chose après. Vous voyez, on parlait de la politique tout à l'heure, les grands événements mondiaux ont amené des nouvelles générations d'hommes politiques, une nouvelle façon de voir la société et de s'y engager. Je porte aussi l'espoir qu'après cette crise sanitaire sans précédent, eh bien, naisse également une nouvelle façon de voir les choses. Et s'il fallait les définir, je dirais peut-être un décloisonnement des choses. Vous voyez, on parlait tout à l'heure d'assertion, d'entreprises, de personnes en difficulté et de besoins des entreprises de l'autre côté. Dans le domaine de l'insertion, on a bien sûr le département, on a la caisse d'allocation familiale, on a Pôle emploi. Tout ça vit chacun chez soi, sans cloisonnement. Il faut davantage de décloisonnement. Il faut aussi, je pense, une nouvelle décentralisation très forte. Moi, je suis admiratif du travail de la NCT. J'aime beaucoup le programme et l'incitation à la revitalisation des centres-villes, des centres-bourgs. Dans l'Orne, on s'est engagé avant la crise sur le sujet et on se rejoint finalement dans les objectifs. Décloisonnons tout ça pour atteindre des objectifs encore beaucoup plus ambitieux. Merci. Monsieur Roland-Mouchel, si vous oui, avez juste quelque chose en oui. quelques mots pour répondre Oui. à votre question. Très conscient de l'immensité des défis à résoudre, mais très volontariste, bien sûr, pour les affronter. L'urgence, c'est la relance. Et pour prendre... Oui, pour prendre l'exemple de la Normandie, vous savez, il a été créé un fonds friche. Eh bien, les 12 villes, Action Cœur de Ville de Normandie, ont déposé 30 dossiers au fonds friche. En fin de compte, pour requalifier des friches, des îlots urbains dégradés, etc. Les 3 défis, c'est faire face à la transition économique, on en parle, relocalisation, mais aussi de développement de nouvelles formes d'activité. Défi démographique, l'adaptation de nos villes au vieillissement, à l'intergénérationnel et aux nouvelles façons de vivre. Et puis aussi, bien sûr, le défi de la transition écologique pour que nos villes soient plus vertes au sens le plus global du terme. Et là où je suis optimiste, c'est outre que les bonnes volontés qui sont rassemblées, on va réussir ce pari. Aujourd'hui, nous sommes privés des cœurs de ville. Eh bien, je pense que le jour où on va les retrouver, on va en prendre davantage soin, parce que le grand avantage de nos villes françaises et européennes, ça n'a pas été l'étalement qui isole, c'était de construire à partir d'un cœur qui bat. Le cœur, il rassemble, il réunit, et je pense qu'on va tous se retrouver autour de ce défi. Donc, je suis optimiste pour ça. Merci. Monsieur Pilvin, 3 mots de conclusion. Ayons confiance dans notre jeunesse. Pardon. Ayons confiance dans notre jeunesse. J'en fais 4, mais... Eh bien, merci beaucoup pour tous ces propos de très bonne tenue et plutôt encourageants pour le futur. Merci à tous les 5, si je vous compte bien, non, tous les 4. et la fin de cette table ronde. Et puis écoutez, bon retour dans vos cœurs de ville ou d'agglomération.